Certains jours, Mère Nature ne veut vraiment pas jouer franc jeu. Vous avez peut-être la chance de n'avoir jamais été pris dans un orage ou un cyclone, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et parfois, le temps est plus sauvage et plus étrange que vous ne pouvez l'imaginer. Découvrons quelques-unes des tempêtes les plus étranges jamais filmées par une caméra. Tempête de grêle géante. Aucune ville ne sait se mettre à l'abri comme El Paso au Texas. Cette vidéo montre l'ampleur des tempêtes de grêle qui auraient coûté à la ville plus de 3 milliards de dollars en indemnités d'assurance. Mais comment les tempêtes de grêle peuvent-elles être si exceptionnellement destructrices ? La grêle se forme au cours du courant ascendant d'une tempête, lorsque l'air chaud qui alimente la tempête est entraîné vers de hautes altitudes avec les gouttelettes d'eau qu'il contient. Lorsque le courant ascendant atteint environ 6096 mètres, les températures chutent à moins 5,5 degrés. Les gouttelettes commencent à geler et à se condenser à mesure que la vapeur d'eau est ajoutée par le courant ascendant. Plus le courant ascendant est puissant, plus la grêle est capable d'atteindre les hauteurs élevées et plus elle grossit. Mais ce qui monte doit redescendre. Lorsque le poids de la grêle est trop lourd pour être soutenu par le courant ascendant, elle retombe sur Terre. Les petites tempêtes produisent des petits grêlons, mais les grandes peuvent créer des morceaux de glace colossaux, dont le plus grand a été enregistré lors d'une tempête en 2010 à Vivian, dans le Dakota du Sud. Il mesurait un diamètre effrayant de 19,9 cm. Pour mettre cette taille en perspective, une boule de bowling standard a un diamètre de 21,6 cm. Pour atteindre de belles dimensions, les grêlons doivent avoir été exposés à des températures avoisinant les moins 37,7 degrés, ce qui les place à environ 18 300 mètres d'altitude. Un grêlon de 5 cm peut tomber à une vitesse de 97 à 112 km/h, mais un grêlon de 10 à 18 cm peut chuter à plus de 161 km/h, un véritable strike. Tempête de grêle soudaine en Sibérie. Le 12 juillet 2014, les habitants de la ville sibérienne de Novosibirsk profitent d'une journée d'été typique à 40,5 degrés sur la plage. Mais en une fraction de seconde, la température a chuté à 20,5 degrés. Confus, les plagistes ont commencé à rassembler leurs affaires lorsqu'ils se sont retrouvés sous une pluie de grêlons de la taille d'une balle de golf. Les vents violents ont projeté les débris des bâtiments et d'arbres sur la plage, et les grêlons ont continué à frapper les nageurs dans l'eau. Mais après quelques minutes, la tempête s'est complètement calmée, et la journée a repris son cours d'été comme si de rien n'était. Comment une tempête aussi violente a-t-elle pu se produire par une journée aussi chaude ? Un mur d'air froid arctique est descendu du nord, frappant le front chaud dont les habitants profitaient, alors que l'air chaud était violemment poussé vers le haut. Sa collision avec le front froid a formé des nuages tempétueux. La force du vent ici montre à quel point le courant ascendant de la tempête était puissant, produisant des grêlons de 3,8 cm qui sont tombés à environ 87 km/h. Malgré cela, aucun blessé n'a été signalé. C'était donc un été russe typique, je suppose. Tempête de foudre Anvil Crawler. On dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Mais qu'en est-il de la foudre qui ne frappe jamais le sol ? Jetez un coup d'œil à cette incroyable séquence d'éclairs en forme d'enclume. Ces rafales horizontales d'électricité, ressemblant à des araignées, peuvent parcourir d'énormes distances dans le ciel. Mais comment ? En fait, tous les éclairs ne sont que des canaux d'air ionisés, transportant un courant électrique entre deux zones de charge différentes. Mais la polarité de la décharge de la foudre peut tout changer, de la façon dont les branches se propagent à la façon dont elles s'étendent dans l'espace et le temps. Mais les éclairs de type enclume se produisent à une altitude de 10 973 mètres, ce qui signifie qu'ils ne sont visibles que dans des conditions sans nuages ni pluie. Il s'agit en fait de la section la plus basse de l'atmosphère terrestre, appelée troposphère. Lorsque les orages commencent à gonfler, ils ne peuvent s'élever qu'à un certain point avant de heurter un plafond de courant ascendant appelé tropopause. Cela force la propagation de l'orage vers l'extérieur, ce qui signifie que la lumière à ces niveaux n'est pas dirigée vers le bas, mais vers d'autres zones chargées de l'orage. Le résultat est une décharge spectaculaire qui s'étend dans le ciel, comme les étincelles jaillissant du sommet d'une enclume. Micro-rafale humide. Le 18 juillet 2016, une image semblable au champignon atomique a dominé le ciel de Phoenix, en Arizona. Mais ce n'est pas le début de la Troisième Guerre mondiale. Cette anomalie géante est ironiquement appelée une micro-rafale humide. Et en seulement une heure, elle a déversé plus de 3,5 cm de précipitations sur la ville. On estime qu'un tel événement n'arrive qu'une fois tous les 10 ans. Mais comment se produit une averse aussi rare et mortelle ? Pour commencer, les micro-rafales humides ne se produisent pas d'elles-mêmes. Elles se forment pendant un orage. Lorsque les précipitations du dit orage pénètrent dans les courants d'air chaud et sec situés en dessous. La pluie s'évapore ensuite et se refroidit dans l'air environnant.
Ce refroidissement important par évaporation accélère le courant descendant des précipitations sous l'orage. Car l'air froid est plus dense que l'air chaud. La traînée de ces précipitations peut percer une partie faible du courant ascendant, ce qui donne lieu à une colonne en cascade localisée qui se précipite vers le sol. Plus la pluie s'évapore, plus la cascade tombe rapidement. Lorsqu'elle touche le sol avec cette force, elle n'a d'autre choix que d'aller horizontalement vers l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, les vents résultant de cette force descendante peuvent atteindre 209 km/h et sont courants dans l'est des États-Unis au printemps. Lorsque des fronts météorologiques traversent le pays, je n'irai plus jamais nulle part sans parapluie. Tempête de verglas. Dans la plupart des pays du monde, une pluie verglaçante ou une tempête de verglas paralyse des villes entières. Mais au Canada, c'est ordinaire. Regardez cette vidéo d'une tempête de verglas datant de 2013. Vous n'avez pas l'impression que quelque chose ne va pas. Observez attentivement la position de l'arbre sur le côté gauche. Le simple poids de la glace qui se forme sur les branches entraîne l'ensemble de la canopée vers le sol. Ce n'est que lorsque la température remonte suffisamment pour que la glace dégèle que les arbres entament un processus de résurrection inhabituel. Ce sont des tempêtes sournoises qui ressemblent peut-être à une pluie douce dans des conditions glaciales. Mais en quelques heures, une couche de glace de plus de 0,64 cm d'épaisseur peut recouvrir les environs. Pourquoi cette pluie gèle-t-elle sur tout ce qu'elle touche lorsqu'il fait froid, alors que la pluie ordinaire ne le fait pas? Les précipitations gelées dans les nuages d'orage fondent en pluie pendant qu'elles tombent à travers une couche d'air chaud. Dans le cas d'une pluie normale, la couche d'air chaud atteint la terre entière. Mais la pluie verglaçante tombe à travers une couche d'air chaud plus petite. Elle fond jusqu'à une température inférieure au point de congélation. Mais dans un phénomène appelé surfusion, les gouttelettes elles-mêmes ne gèlent pas. Ce n'est que lorsqu'elles entrent en contact avec les températures négatives au sol que les gouttelettes gèlent presque instantanément. Une épaisse pellicule de glace se forme alors lorsque la pluie surfondue frappe le sol, d'où la pluie verglaçante. Tempête de poussière de Dabo. Les feux de forêt australiens de 2019 et 2020 ont eu un effet dévastateur sur la région de la Nouvelle-Galles du sud du continent amoureux des kangourous. Malheureusement, les retombées de cette dévastation sont loin d'être terminées. Le 19 janvier 2020, des orages ont fouetté la poussière, les cendres et les débris laissés par les incendies et ont transporté une tempête de poussière de 299 km au-dessus de la ville de Dabo. À 18h30, les rafales de vent ont été enregistrées à 60 km/h. À 19h45, elles sont passées à 106 km/h. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, une fois que le mur de poussière a frappé, la ville a été plongée dans l'obscurité pendant plusieurs heures. Mais qu'est-ce qui a rendu cette tempête de sable si énorme? Un front chaud à l'origine de l'une des plus longues périodes de sécheresse de l'histoire récente est entré en collision avec un front froid saisonnier, ce qui a provoqué de violents orages dans cette région désertique. L'ampleur même de ces vents de tempête a entraîné la poussière et les débris dans l'atmosphère, créant un abominable front de poussière. Dans certaines parties de l'Australie, les tempêtes de poussière se sont produites à une fréquence record au cours de l'année dernière et ne montrent aucun signe de relâchement. Sommes-nous peut-être en Mad Max en ce moment? Pluie de sang. En 2001, les habitants du Kerala, état du sud de l'Inde, ont été témoins d'un événement aux proportions bibliques, une pluie de sang. D'accord, ce n'est pas vraiment du sang, mais pendant 2 mois, les habitants du Kerala ont subi cette pluie sans explication. Les recherches menées à l'époque ont révélé que les particules rouges de l'eau de pluie étaient composées principalement de carbone et d'oxygène, ainsi que d'une série de spores inconnus, mais qu'aucune d'entre elles n'avait une origine pouvant être expliquée par des changements dans l'environnement local. Il a fallu plus de 10 ans pour résoudre ce mystère. Les spores ont finalement été identifiés comme étant une prolifération d'algues appelée Teratophilia annulatae, qui n'est pas originaire d'Inde. Les scientifiques ont finalement émis l'hypothèse que les spores avaient été introduites dans l'atmosphère en Autriche et emportées par un front froid jusqu'au Kerala. Mais en juillet 2018, des images en direct du spectacle ont été filmées pour la première fois. Une usine en Russie a vu une énorme averse rouge balayer son parking, recouvrant tous les moteurs d'une fine brume rouge. Alors que les religieux ont commencé à se mettre à genoux, il est apparu qu'il s'agissait en fait d'une usine de nickel. Le géant de la métallurgie, Nornickel, a révélé que la pluie avait été provoquée par une opération de nettoyage de la rouille sur les sols de son usine. De grandes quantités de résidus d'oxyde de fer rouge ont été accidentellement soufflés dans la pluie, tombant sur le parking. Vous pouvez dire à votre grand-mère de se calmer maintenant. Les 4 cavaliers ne viendront pas pour elle. La foudre volcanique. Il est déjà assez difficile d'entendre parler des éruptions volcaniques aux informations. La coulée de lave pourrait être le dernier de vos soucis.
Ce que vous pouvez voir dans cette vidéo de Joshua Bobadilla est un terrifiant orage volcanique, provoqué par l'éruption du volcan Taal en janvier 2020, lorsque des particules de cendres sont projetées dans l'air de manière explosive. Elles entrent en collision et commencent à générer de l'électricité statique. Les orages ordinaires peuvent générer de l'électricité grâce à un processus connu sous le nom de charge de glace, où les nuages contenant de l'eau s'électrisent lorsque des cristaux de glace entrent en collision avec eux. Les éruptions volcaniques peuvent fonctionner sur le même principe, car des études ont montré que le magma contient de l'eau lorsque le courant ascendant chaud entraîne le panache volcanique à l'altitude de congélation de l'atmosphère, augmente considérablement l'activité des éclairs. C'est un spectacle de lumière cauchemardesque. Orages supercellulaires. Dans le spectre des orages, les supercellules sont les plus rares et les plus dangereuses, comme vous pouvez le voir dans cette séquence d'une chasse à l'orage du Colorado datant de 2015. Ce qui les distingue, c'est la présence d'un mésocyclone, un courant ascendant persistant et rotatif. Cet ajout dévastateur peut produire un temps punitif, avec des vents de 113 km/h, des pluies torrentielles, des éclairs fréquents à continu, des grêlons de 5 cm et parfois la formation de tornades EF5. Mais ces orages monstrueux n'apparaissent pas d'eux-mêmes. Quelles sont les conditions qui les créent? Tout d'abord, il faut un orage. L'humidité de la Terre est soulevée dans l'atmosphère par le temps chaud. En se refroidissant à haute altitude, la chaleur latente est libérée des gouttelettes, créant ainsi de l'air plus chaud qui s'élève ensuite sous forme de courant ascendant dans un processus appelé convection. Si les courants ascendants sont présents en même temps que les courants descendants des précipitations, la présence simultanée des deux courants crée une turbulence considérable. À ce stade, la formation de la tempête dépend de la présence de vent dont la vitesse et la direction varient à différentes altitudes, ce qui crée un mouvement de roulement appelé vorticité horizontale. Un courant ascendant chaud plie alors l'air en rotation vers le haut pour devenir une vorticité verticale et tourne à l'intérieur de celle-ci. C'est ce qui forme le mésocyclone et, à son tour, l'ultime enfer. L'ultime supercellule. Tornade de feu. Vous pensiez que les tornades ordinaires étaient mauvaises. Que diriez-vous d'une tornade complètement folle remplie de feu? Le 26 juillet 2018, le Car Fire de Californie a engendré la tornade la plus puissante de l'histoire de l'État. Il s'agit de la toute première séquence du phénomène enregistrée aux États-Unis. D'après le National Weather Service, la couche d'inversion de l'atmosphère, une couche d'air chaud située à 999 mètres d'altitude, a commencé à piéger la fumée chaude des incendies en s'élevant, l'énergie s'accumulant sous l'inversion. La calotte a été poussée de plus en plus haut jusqu'à atteindre 6096 mètres. L'air chaud a soudainement percé cette couche protectrice et les courants ascendants se sont envolés de manière explosive, doublant leur hauteur pour atteindre 12 801 mètres. Pour mettre ça en perspective, les avions de ligne volent à environ 10 973 mètres. Les vents ont alors commencé à tirer les nuages dans de multiples directions, créant de la vorticité dans les courants ascendants et les faisant tourner. Au fur et à mesure que les incendies prenaient de l'ampleur, la colonne d'air s'est mise à tourner plus vite grâce à la conservation du moment angulaire, comme si vous rentriez les bras dans votre corps lorsque vous tournez sur vous-même pour aller plus vite. Très vite, les nuages de feu sont devenus incontrôlables et ont tout dévoré sur leur passage. Qui aurait cru que les tornades avaient un niveau boss? Alors les amis, en avez-vous déjà vu une de près? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.